Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Adib Al-Khalidé. Salut Sofiane, ça va? Salut Adib, ça va? Super, merci et toi? Ça va très très bien, très très bien. Merci de me recevoir. Et merci à toi d'avoir accepté l'invitation, c'est un grand honneur. Ça fait vraiment plaisir. Puis je réfléchissais avant de commencer l'entretien, je me demandais même hier en fait, j'ai essayé d'y penser. J'ai essayé de penser à mes pires histoires, mais en réalité, je pense que je pense juste le début de carrière en général, c'est la pire histoire. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui, bien sûr, bien Juste, sûr. Commencer une carrière d'humoriste, c'est une galère en soi, oui, bien sûr. dans ma vie, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus humiliant et violent, mais en même temps, j'ai des souvenirs très très clairs de mon début de carrière et puis la chose la chose qui me frappe le plus, c'est à quel point vraiment j'étais pas bon. Puis je suis fasciné par le fait de ne pas avoir abandonné. Quand je repense au début, je me dis vraiment pourquoi j'ai pas abandonné. C'est sûrement parce que j'aime vraiment le stand-up que j'ai pas abandonné, mais moi je suis vraiment pas un de ceux qui a commencé et que c'était simple. Genre, tu sais, la première année, c'était vraiment, vraiment compliqué. Puis je suis passé très, très, très près d'abandonner. Donc, ouais. Mhm. Bah, après, je pense que n'importe quel humoriste est déjà passé près d'abandonner. On a tous des doutes et on se remet en question, tout ça. Et le fait que toi, t'aies rien lâché parce que tu sentais au fond de toi que tu avais ça, c'est la preuve que t'es un vrai humoriste. Parce que quand tu te remets en question et tu te dis non, il faut juste que je travaille plus et je vais arriver à faire passer mon message, je vais arriver à faire rire les gens avec ma façon de voir les choses, c'est que là, t'es Ouais, un vrai ouais. humoriste. Alors que si t'étais quelqu'un qui cherchait juste à briller, tu vois, tu vas voir que ça prend pas et tu vas dire ah ben j'arrête alors ça marche pas, je vais me lancer vers la peinture ou vers le rap. Il y a, il y a ce côté un peu. Moi, j'ai un peu l'impression que les humoristes, c'est un peu tous des malades, là, dans le sens que c'est un peu- c'est des gens un peu. C'est pas le malade péjoratif, c'est le malade un peu. C'est ça. Moi, je pense entre l'humoriste et le SDF, il y a vraiment pas grand-chose. moi, je, moi, je pense qu'on a la même fibre, en fait. Tu sais, le SDF, c'est souvent. Évidemment, je parle pas de ceux qui se retrouvent euh, dans la rue temporairement parce qu'ils ont des soucis et tout ça. On connaît tous des gens qui sont passés par là. Moi, je parle soit de celui qui a une situation mentale qui fait qu'il vit qui vit dans la rue ou celui qui a choisi D'accord, ok, je comprends. de faire, je Excuse-moi, pense, ou pas qui préfère ou qui sont orientés vers ça. Et je me dis que les humoristes, on a un peu ce côté-là où on est attiré par la détresse juste au banc de la société parce que c'est vraiment humiliant être sur scène, moi, je pense. ah ouais, non, c'est sûr. Ouais, tu as tout à fait raison. En fait, c'est vrai qu'on n'est pas très très loin du déséquilibré, tout ça. Je pense qu'on devrait, on devrait y réfléchir plus souvent. Mais c'est vrai que la place de certains humoristes, on ne sait pas si elle est sur scène ou dans un hôpital psychiatrique, malheureusement, des fois, tu vois. Et Et il y en a même qui y sont passés, tu vois. Il y a des humoristes qui sont passés par l'hôpital Ouais, psychiatrique. Voilà, ouais. ça n'en fait pas moins d'excellents humoristes, hein. Je pense notamment à Blanche Gardin, Oh, qui a fait un séjour en hôpital ouais. psychiatrique et qui est clairement la meilleure de sa génération. Enfin, voilà, il y a toujours un trouble, il y a toujours. Je me dis souvent que si on était parfaitement équilibré, on ferait pas de scène, tu vois. Non, moi, je connais beaucoup, beaucoup de gens à qui je propose ne serait-ce que de s'asseoir pour un entretien, un podcast ou un truc comme ça, et ils veulent pas du tout être observés par des inconnus. Ils veulent pas être dans le public. Et puis, je pense que je pense que c'est la condition mentale saine. Je pense que n'importe qui est à l'aise en public ou qui est à l'aise de parler en public, il y a quelque chose qui est brisé quelque part. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je dis Ouais. ça avec amour. Je dis ça avec amour. Je dis pas ça avec mépris. Mhm. Je pense qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, mais bon, après, le problème, c'est on idolâtre ces gens-là alors qu'à la base, à la base,
devrait pas, n'importe quel artiste qui se regarde dans le miroir sait qu'il devrait pas être idolâtré. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est vrai que ouais, il y en a certains, à défaut d'avoir un cachet, on devrait plutôt lui filer des cachets parce que voilà, bah, tu vois, ils sont pas loin. Moi, j'en ai vu, je te jure, j'en ai vu très très peu, hein, mais j'en ai Ouais, vu certains qui montaient sur scène et ce qu'ils disaient en fait n'avait vraiment aucun sens. Tu sentais que là, par contre, c'était juste de la folie pure. Il n'y avait pas la fibre ouais, ouais, humoristique, tu vois. C'était ouais, juste de ouais. la folie pure. Le mec, il balançait des blagues et c'était juste. Vraiment, enfin, tous ceux qui, bon, je citerai pas le nom ni rien, mais je veux dire, tous ceux qui parlaient de ce mec-là, ils me disaient, mais c'est un fou, c'est un fou. Vraiment, mais tu sais, au sens premier du terme. Pas Mais genre, ah ouais, lui, c'est un fou, lui. Non, non. Dans le mais sens, c'est un fou, change de trottoir, tu vois. C'est ah, mais vraiment. c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça. Mais moi, je pense que c'est un métier où tu le fais parce que tu aimes ça et le reste de la journée, tu pries que l'équilibre s'installe dans ta tête et C'est dans ta vie. c'est vrai, c'est vrai. Moi, je pense moi, je pense la prière pour les humoristes, ça devrait juste être ça. S'il vous s'il vous plaît, genre, je reste bien accroché, j'ai ma famille, j'ai mes amis, c'est bon, je reste équilibré parce qu'après tout le reste, c'est un peu, c'est ça, c'est un peu dangereux, mais en même temps, c'est magnifique parce que Mhm. rire, c'est magnifique et puis faire rire, c'est magnifique. Et je pense qu'il faut rester Ah. proche de la beauté Mhm. que cette folie génère. Ah mais c'est magnifique et puis au pire des cas comme je te disais au début on peut toujours devenir peintre ou rappeur tu vois ça il y a toujours cet échappatoire là et Ouais, ma question justement c'est à combien de semaines près on est passé à côté de l'album de MC Adib. MC, non, jamais. Moi, j'aurais jamais pu être un rappeur, même si j'adore le rap. Uhum. Euh, je serais pas capable de verbaliser ce que les rappeurs verbalisent. Je peux pas dire genre, moi je suis le meilleur. On dirait que si t'as pas ça dans le rap, tu peux pas faire du rap. Ouais je comprends. Si t'as pas ce côté-là où t'es prêt à tous les jours de ta vie, tous les jours, c'est-à-dire dans tout ce que tu fais, il n'y a pas une track qui sort où tu dois pas au moins balancer un je suis meilleur que vous. Moi, je pense que ça, c'est, je ne réduis pas le rap à ça, mais je pense que ça fait partie de la culture rap voilà, de Ouais s'auto-proclamer le meilleur. ouais ouais. Et puis, je pense que tous les artistes ont ce côté-là à l'intérieur d'eux. Le rappeur exacerbe cet aspect de la nature de l'artiste, mais je pense que ça demande quand même un courage ou une insouciance ou une nonchalance que j'ai pas. Je me préoccupe beaucoup trop de, de, de beaucoup trop de choses pour pouvoir faire ça. Bah, tu vois, la fibre artistique et la fibre humoristique que chacun d'entre nous recherche et tout, c'est le côté doute permanent, tu vois. Ouais. Enfin, pour moi, je pense que tu en as déjà vu aussi, pour moi, quand un humoriste monte sur scène, trop sérieux, trop persuadé que c'est le meilleur et tout machin, le message n'arrive pas à passer. Même quand les blagues sont bonnes, j'arrive pas à rire parce que je sens une prétention et Mm. une arrogance qui m'empêche de rire. Alors que quand le mec monte avec un petit air de doute et tout, il y a toujours quelque chose de charmant, tu vois, et Ouais. il arrive à nous embarquer. Je pense au style de Paul Mirabel, par exemple, tu vois. Mm. Ouais. Voilà, Paul Mirabel, c'est clairement le mec qui joue. Alors, nous, on sait que c'est un gars qui cartonne et qui vraiment, c'est un des meilleurs humoristes du moment, mais sur scène, il laisse transparaître ce petit doute, cette petite fragilité qui fait que les gens l'ont adopté, en fait. Ouais, mais chaque humoriste a sa propre essence. Il y a quelque chose dans son identité qui est propre à lui, bien qu'on puisse la retrouver à quelques différences près chez d'autres. Je pense qu'il y a une essence, une fibre de base, une espèce je sais pas comment dire, tu sais, il y en a de nature, vont avoir un comique qui puise dans la victime, Mhm, d'autres dans le tyran, d'autres, c'est comme Paul que tu viens de nommer, je pense il y a justement un comique dans la candeur et l'espèce de, un comique dans tu sens que le gars, il est un peu perdu, puis, tu sais, il y a toutes ces essences, c'est une essence brute en fait à chaque humoriste. Et je pense que ce que tu m'as décrit il y a quelques secondes que tu dis que t'aimes pas, c'est quand il y a un décalage entre l'essence véritable de quelqu'un et ce qu'il essaie de projeter. mhm. Moi, je pense que ça se sent tout de suite. Après, il y a des artistes, il y a des humoristes qui sont plus, euh,
techniciens que d'autres, c'est-à-dire ils sont plus dans la technique, ils sont plus dans le travail ingénierique de la blague. Et puis je pense que c'est tout aussi valable si c'est dans l'essence de la nature de la personne, si c'est dans son caractère euh, qui est propre à la personne. Mais sinon, je pense qu'on a une réticence avec les humoristes quand on sent que ce qu'ils projettent, c'est pas nécessairement eux. Parce que, tu sais, il y a quelque chose de vulnérable dans le fait de prendre ce que tu as euh, de plus vrai à l'intérieur de toi et puis de créer ton comique autour de ça. Moi, je pense que ça peut être très, très intimidant au début. Mmh. C'est sûr qu'on a tous une période d'ajustement où on va essayer de trouver son clown, comme on dit. Mais, Ouais, moi après ça ne me dérange pas à partir du moment où on sent une sincérité, tu vois? Que la personne, elle n'essaye pas de par exemple de faire rire, avec des sujets choquants juste pour choquer, tu vois? ouais. Faut qu'on sente, tu vois les personnes arrogantes, tu vois? Alors bien évidemment, je remets pas en question le travail de ceux qui jouent les faux arrogants, tu vois? Bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui jouent les mecs, tu vois? Je pense à Franck Dubosc à l'époque, qui jouait le beau gosse, tout ça, mais en vérité, c'était un loser qui se prenait pour un beau gosse, et on le comprenait et on acceptait ça. Mais il y a des gens qui montent quasiment au premier degré, tu vois, en disant je suis le meilleur et vous n'êtes limite pas digne d'écouter ce que j'ai à vous dire, quoi. Ouais, mais je pense, tu sais, je vais dire quelque chose de grave, mais parce que je le pense, moi je pense que tous les humoristes, c'est juste des losers qui s'assument pas. Tu sais. Non, mais parce que au fond de moi, je suis comme, dans le sens que genre, je me suis jamais senti cool quand j'étais petit, j'avais pas, j'avais, je- j'étais toujours ami avec les gens par accident, et personne me voulait vraiment dans son cercle, les D'accord. filles voulaient pas de moi, Ah. tu sais, je veux dire, c'était pas. Je pense que ce que les gens voient quand on est sur scène, c'est le côté magnifié d'un loser qui se cache. Tu sais, c'est D'accord. une identité qu'on. Mhm. Mais quand même, je pense qu'il y a une fibre. En tout cas, moi, je vois dans mon style qu'il y a une victime dans tout ce que je fais. Il y a un gars qui est victime de quelque chose. Et je pense que c'est là que je suis drôle parce que je pense que je pense que il y a une partie de moi qui se voit vraiment comme une victime. Mais plus je vieillis, plus je suis un adulte, je me vois plus comme ça. Mais quand j'étais plus jeune, je pense que c'est un côté de ma personnalité que j'assumais pas, un côté un peu genre je subis la vie. Je la subis Ah, d'accord. au lieu de je sais pas, de partir à l'aventure courageusement. Je subis cette vie. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est sûr que pour moi, ce côté-là que je décris, subir la vie, c'est plus quelque chose que je maîtrise pour le métier et j'essaie de pas laisser ça rentrer dans ma vie à moi, ma vie personnelle, mais, mais, mais oui, je pense qu'il y a un côté, moi, je suis sûr que, tu sais, tous les artistes, c'est juste des losers, là. Mais sauf que pour rire de nous, le bon Dieu, il nous met dans des situations où les gens, ils disent bravo, bravo, bravo. Juste pour que le soir, on arrive chez nous et qu'on réalise à quel point on est des merdes. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Ben, en fait, Euh, monter sur scène, je crois qu'on a tous, tu vois, le côté loser dont tu parles, ouais. on l'a tous. Et moi, le premier, franchement, je me reconnais dans beaucoup d'humoristes quand ils disent j'ai fait de la scène parce que je cherchais à être aimé, en fait, tu vois. Pas le côté notoriété, pas le Non. côté starification, tout ça. Non, non, non. Le côté vraiment, je veux monter sur scène, même devant 10 personnes, mais je veux juste qu'elle me valide, en fait. Je veux juste qu'elle m'aime, qu'elle me donne cet amour dont j'ai manqué quand j'étais adolescent au collège, etc. Ouais, oui, oui. Je veux pas réduire non plus le métier à, à des, à des déclarations aussi simplistes qu'on est tous des losers. Je pense que tu sais, tous les êtres humains sont tellement complexes, puis il y a beaucoup il y a beaucoup de forces et de traits de caractère qui entrent en compétition, tu sais. Tu sais, il me semble que le loser, dans le fond, pour moi, je dis ça avec amour encore parce que je me Mhm. rappelle, je me rappelle la table des losers à l'école. Moi, il y avait les cools, et puis Ouais. t'avais les losers qui se retrouvaient tous à la même table. Et puis, Ah, et, d'accord. et puis c'était ceux qui observaient un peu les autres, les cools, et qui se disaient,
Genre, On aimerait être comme eux, ouais. on aimerait être comme eux, mais en même temps, on veut pas être comme eux. C'est ça qui est drôle avec les losers, c'est qu'ils veulent être cool, mais en même temps, ils veulent pas être cool. Et puis, je trouve que c'est ça qui fait le charme des losers. Moi, c'est ça que, quand je le dis vraiment avec beaucoup d'amour, parce que Mmh. sinon, je le dirais pas. Je parle pas des choses que j'aime pas parce que j'en ai rien à faire, mais vraiment, je dis ça avec tout l'amour du monde. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de profondément beau dans le fait de, genre, euh, être en marge, développer Mmh. une espèce de sentiment de personne même, et puis après ça, genre, goûter à l'amour et réaliser que c'est pas ça la solution, tu sais. Il y a quelque chose de drôle là-dedans. Il y a quelque chose de drôle. Bah oui, bah, la scène, c'est quelque part une thérapie pour beaucoup d'entre nous. Moi, je sais que vraiment, quand je monte sur scène, tu sais, comment dire, quoi qu'il se soit passé dans ma journée, si jamais je monte sur scène et que les gens rigolent et qu'ils me donnent de l'amour, tout ça, je sais qu'après je repars et j'ai l'impression d'être un peu moins mal dans ma vie, tu vois. C'est des choses comme ça, en fait. Et à l'inverse, même si ma journée s'est très bien passée, si je monte sur scène et que je bide totalement, je bombe, tu vois. Genre voilà, Ouais. si jamais je plante complètement le passage, vraiment, je vais sortir de là et même si ma vie, tout va bien, grâce à Dieu, tu vois, je vais me dire, ah, ça va pas, je suis pas bien, tu vois, il me manque quelque chose. Et c'est dommage parce que c'est notre pire drogue, la scène, en fait, tu vois, c'est la drogue plus addictive que l'héroïne ou la cocaïne, tu vois. Ouais, ouais. Et en ce moment, en plus, on est quasiment privé de cette drogue. Donc, je me rends compte avec toute cette histoire de Covid et tout que c'est pire que n'importe quelle drogue parce que, à la limite, t'arrêtes la coke pendant quelques temps, tu peux t'en remettre, je pense. Tu vois, je parle pas en connaissance de cause. Hein. Mes Ouais, parents ouais, écoutent non, peut-être ce mais podcast. Voilà. non, Non. mais il y a pas de cure de désintox pour des humoristes qui Voilà. sont privés de scène. Mais d'un autre Voilà. côté, toi, ça fait combien de temps que tu fais de la scène? Ça fait 8 ans à peu près. Tu vois, moi, ça fait douze ans. Non, la première fois que je suis monté sur scène, j'avais 19 ans, j'ai 33 ans. Donc, ça fait 14 ans. Mais 14 ans. D'accord. les 3, 4 premières années, j'ai dû en faire 3 ou 4 fois. Mais ça fait quand même 14 ans que j'ai mis un pied pour la première fois sur scène. Et ben, je réalise que j'ai pas vraiment pris de répit depuis que ça a commencé à rouler. Donc, moi, je t'avoue que j'aime bien cette année Mhm. sans scène. Mais, effectivement, oui, c'est une drogue. Je veux dire, quand 150 personnes je dis 150 parce qu'on jouait dans des 150 avant Mhm. le truc, mais tu sais, ça peut monter à 3 4 000. Puis quand des milliers de gens te disent waouh, bravo, c'est extraordinaire et tout ça, je sais pas si c'est juste le rire, en fait, qui devient une drogue ou si c'est pas la validation et l'admiration qui rentre en ligne de compte. Et puis, tu sais, entre artistes, il y a personne qui se promène puis qui dit ah, j'adore être admiré, mais il y a personne qui dit ça et il y a anguille sous roche parce que Ah parce ben oui. que parce qu'en fait, s'il y a une chose qui est en très forte corrélation avec le succès sur la scène, c'est l'admiration. Les gens t'écrivent waouh, t'as changé ma vie, t'es extraordinaire, t'es ci, t'es ça. Et puis, et puis, et puis, tu sais, c'est le Seigneur des Anneaux, là, tout le monde veut la bague, puis ils deviennent fous pour ça. Puis, puis la clé de la bague, c'est qu'il faut la. Moi, j'ai pas vu tout le Seigneur des Anneaux, mais j'ai vu une scène où il jette dans la lave à la fin, ou quelque chose comme ça. Il Mhm. jette la bague. Il jette la bague, puis je pense que c'est ça, l'admiration, il faut l'acheter. Il faut l'acheter aux poubelles. Et puis, c'est ça le défi, parce après ça, je pense que si on est capable de faire ça, peut-être que s'ouvre à nous la possibilité de vraiment juste aimer le métier de parler avec nos concitoyens et de les faire rire. Et puis, ça donne un vrai sens au travail parce que moi, je pense que l'artiste, il appartient au peuple. Et, et quand je dis il appartient au peuple, ça ne veut pas dire qu'il doit le conforter dans ce qu'il a envie d'entendre. Ça veut dire qu'il doit lui dire la vérité par rapport à ce qu'il a ressenti. Et puis, ça finit là. Pour moi, c'est ça l'espèce d'accord qu'il y a entre le public et l'artiste quand c'est sain. Quand c'est malsain, je pense que d'un côté comme de l'autre, on a des attentes. L'artiste attend à être admiré et le Mhm. public attend à être diverti tel qu'il le souhaite. Mais moi, je pense pas que c'est une bonne nouvelle quand un artiste fait ce que les gens veulent. Je Mhm. pense que c'est une mauvaise nouvelle. Je pense que chaque artiste devrait juste dire sa vérité et puis ça finit là.
C'est comme, Mmh. mais en même temps, Mais je vais peut-être changer d'avis là-dessus, je sais pas. moi, en tout cas, je suis d'accord avec toi. Je sais que la sincérité, c'est une des choses qui me plaît le plus dans l'humour. Quand je Mhm. sens que la personne est sincère et se livre et arrive à me faire rire avec quelque chose de sincère, j'apprécie plus que quelqu'un qui va inventer une histoire de A à Z, tu vois? Ouais, Voilà. exactement, exactement. Et toi, donc, dans tes débuts, quand tu as commencé, tu as cherché déjà cette sincérité ou tu as juste Non, cherché, non. non? Non, pas du tout. Moi, je pense que quand on commence, on se l'avoue pas, mais on essaie juste de copier un peu tout ce qu'on aime. On essaie de copier les gens qu'on aime, puis Mmh. on se joue à des jeux un peu particuliers avec soi-même, là, des jeux un peu bizarres où ah, j'ai vu telle chose, mais je vais pas l'admettre que c'est un peu ça que j'essaye de refaire. Et puis, il y a une espèce d'aveuglement volontaire au départ qui est normal. Puis je pense que, tu sais, plus on s'éloigne de notre essence, plus on va souffrir. Mmh. Ça s'applique à la vie en général, mais ça s'applique sur scène aussi. C'est-à-dire, je ne peux pas bider si je suis moi-même. Parce que je suis moi-même. Mmh. Il y a pas de, Il y a il y a pas pas de d'artifice, quoi. il y a pas de conséquence à être soi-même. C'est-à-dire, Mmh. OK, les gens ont pari. Fine. Euh, c'est comme une mauvaise journée au boulot. Mais, mais ça dit rien sur moi, qui je suis comme personne. Moi, j'ai Mmh. été qui je suis. Je sais que j'aime ce que je fais et tout. Mais je pense que quand tu commences, tu essaies d'être quelque chose que tu n'es pas nécessairement. Ou j'ai déjà vu des gens que dès le début, ils sont exactement qui ils sont et puis ils vont galérer juste parce que ben, ça prend un peu de temps avant de maîtriser son style. Mmh. Mais je pense que moi, j'ai souffert au début parce que j'essayais d'être quelqu'un d'autre que je n'étais pas. Mmh. Et, et puis c'est ça. Ça m'a pris du temps et chaque fois que j'ai pris de l'expérience. Tu sais, il y a des journées où je quitte. J'ai deux, trois jours marquants dans ma vie où j'ai quitté la scène et je sentais que je venais de m'améliorer. Tu sais, Ah! ah ouais, ça m'est D'accord. arrivé deux, trois fois, genre, sur 14 ans de scène, deux, trois fois, j'ai quitté la scène et j'ai fait, oh, je pense que là, je viens de m'améliorer parce que, un peu comme dans un jeu vidéo, quand tu bats un monstre ou je sais pas comment vous appelez ça, vous, mais comme Un un boss, ouais, boss. un Ouais, un boss. boss. Mmh. Ouais, tu bats un boss dans un jeu, puis là, ça fait 40 fois que tu essaies de battre le boss, puis tu n'as pas été capable. Mais là, tu l'as battu et tu le sais que genre, c'est fini. Maintenant, tu sais comment battre ce boss-là. Il va peut-être Mmh. réapparaître, mais tu sais comment celui-là, ce tableau-là, tu sais comment le battre. Et, et je pense que à chaque fois que j'ai battu un de mes propres démons, Mmh. j'ai été, en fait, c'est ça, tu les apprivoises. Et puis, moi, je pense qu'il y a quelque chose, tu sais, il y a quelque chose tu sais, le phénix dans Harry Potter là, qui renaît de ses cendres, là, qui vient le sauver. Je sais pas si tu as vu les Harry Potter, mais Oui, oui. moi, je suis obsédé par les Harry Potter. Mais tu sais, c'est un archétype, c'est un symbole qu'on retrouve à travers toute l'histoire de la littérature et puis de l'art oratoire, le phénix qui renaît de ses cendres. Et je pense que c'est un peu la clé pour les artistes ou même principalement les humoristes. On monte sur scène, puis on ne fait qu'être consumé par ce qu'on fait. Et puis, à un certain moment, on réalise que nous ne sommes qu'un tas de cendres. Et genre, et genre c'est juste quand tu acceptes ça que tu renais. Je pense que moi, les moments les plus marquants au début de De ta la carrière? carrière, ouais, ouais, il y a des, tu sais, il y a des, j'ai des souvenirs j'ai pas d'autres mots pour le dire, mais j'ai des souvenirs des bides tellement intenses que je sens mon âme quitter mon corps. Je te jure. Oh, Quand je regarde dans mes souvenirs, c'est comme un morceau de moi. Je dis que c'est mon âme, je suis persuadé que c'est ça. Elle d'accord. part. Elle part. Pas genre elle m'abandonne, mais genre là, tu essaies d'être quelqu'un que t'es pas. Bam! Et là, ça Ah! part. Ah ouais, D'accord. et là, je me retrouve un peu. Je sais pas, moi, j'ai cette relation-là avec l'âme. J'ai l'impression que elle observe nos actions et quand nos actions ne sont pas en synchronicité avec notre conscience, l'âme, elle fait
ciao! Moi, moi, je quitte le bateau, tu m'appelleras quand tu seras honnête. Et puis, j'ai des souvenirs de ça et je pense pas que moi, je voulais mal faire. Moi, j'essayais juste de survivre en essayant d'être ce que je pensais que c'était, Hein, heu, hein, être sur scène. Mais, d'accord. mais, Et ouais. mais ça t'arrivait sur des passages de 5, 10, 15 minutes ou ça t'arrivait sur un spectacle entier? Ah, moi, ça me ben, tu sais, au début, je te dirais, au début de la carrière, c'est tout simplement c'est des beats tu sais, entiers là, de 10 minutes, 15 minutes, pas un Mmh. rire, rien. Ah, ouais, ce qu'on appelle Les un gens tunnel, quoi. ah ouais, les gens veulent pas te parler après, tout le monde t'évite, heu les artistes t'évitent. Tu sais, il y a personne là, il y a j'ai mon pire souvenir, c'était Hein, hein. je venais juste d'être accepté à l'école de l'humour. Parce que j'avais été accepté, j'agissais comme quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Hein, hein. J'agissais avec un excès de confiance et tout et puis j'avais été engagé sans salaire évidemment, juste, juste Mmh pour mh. juste pour visibilité. J'avais été Mmh. engagé pour animer un spectacle d'humour pour une levée de fonds. Je ne sais pas si vous avez ça en France, mais si vous l'avez pas, j'espère que je lance la mode en France. On appelle ça des soupers spaghettis. Ah, non, on n'a pas le terme, mais en gros, des soirées caritatives pour, lever Exact. des fonds pour des associations humanitaires, on en a, oui, oui, bien sûr. Exact et donc les gens vu que le spaghetti ça coûte pas cher à faire, donc c'est ça qu'on sert aux gens. Puis, donc les gens viennent manger un spaghetti puis ils regardent un spectacle. Ah d'accord, donc moi je pensais que le mot spaghetti, c'était juste un terme générique pour Non, désigner le souper, tu vois? Alors que là, non, c'est réellement techniquement des spaghettis, quoi. c'est vraiment du spaghetti bolognaise, genre avec, genre les gens ils sont assis, ils mangent le spaghetti bolognaise. Puis toi, tu es là en train de faire des blagues. D'accord, bravo. Bah, écoute, ça me rappelle un autre concept que vous avez, au Québec, c'est le couscous, avec, Oui, Oncle mais ça Fofi. c'est oui, ça c'est un show concept, de Oui, Fofi, voilà, donc voilà, donc ça c'est mais c'est vraiment beaucoup voulu. mieux. Oui, oui, voilà. Ah non, non, totalement. Ouais, Je sais que c'est pas ouais, pour une levée de fonds, mais je veux dire, ouais. du coup, les gens sont peut-être, bah, ils préfèrent peut-être le couscous aux spaghettis, je sais Ouais, pas, c'est tu ça, vois? c'est Mais ça. Non, mais le couscous, c'était vraiment cool. Un souper spaghetti, c'est vraiment triste. C'est comme, t'as tous les tu tous les parents des étudiants qui sont là, genre, pour la levée de fonds et tout. Ils ont pas vraiment envie d'être là, mais bon, ils sont là pour encourager et puis, et dans le cadre de ce souper-là, c'était mon ex-copine qui m'avait dit: «Bon, tu as été acceptée à l'école de l'humour, donc tu connais des humoristes. Tu sais, est-ce qu'on peut organiser un show? On veut 4-5 humoristes et tout». Et moi, j'animais et donc pour animer, tu sais, je devais un peu réchauffer la salle et tout, faire des jokes mmh mh. et je et j'ai quelques jokes et j'ai jamais joué devant des adultes jusque-là dans Mmh. ma vie. J'ai joué juste devant des jeunes. Ouais. Puis les jeunes sont autant on a tous, tu sais, comme jeunes comme vieux, tout le monde a ses qualités, ses défauts, mais je pense que les jeunes sont un peu plus, heu, faciles à faire rire que les adultes. Les adultes, c'est un Bah, peu plus compliqué. c'est peut-être parce que tu avais vu que tu as commencé quand même assez tôt, tu avais peut-être aussi moins de différence d'âge avec eux, donc ce que tu disais Ouais, leur parlait plus. exactement, exactement et moi, j'avais joué que devant des jeunes et là, j'avais que des têtes blanches dans la salle, c'était des et là, je commence à faire mes jokes et il y a rien, rien, rien qui marche et je vois mon âme s'en aller et là et je vois mon ex-copine et ses parents me regardent comme et là, je me dis: «Mais ça, c'est comment je rencontre mes beaux-parents, genre?» Genre et la honte là, tellement profonde là, comme une humiliation que je peux pas D'accord, décrire et là d'accord. Bah, et là du coup, je comprends pourquoi tu utilises l'expression, ex-copine, hein, je ah comprends. ouais, c'est ça, exactement, exactement, exactement et là, je fais mes jokes, il y a rien qui rentre, rien. Ah, Je dois présenter le gars, le premier, je le vois du coin de l'œil, il est en colère. Il est en col il est en colère parce qu'il dit: «Ce gars-là a été accepté à l'école de l'humour, genre, c'est lui qui me présente, c'est moi qui ouvre le show avec cette merde qui vient de refroidir la salle» et là, moi, j'avais préparé des petites jokes sur lui. C'est un gars qui aïe. faisait
C'est un gars qui faisait beaucoup d'humour, d'observation, mais j'avais plus aucune confiance pour faire mes jokes. Et je te jure, j'ai dit, comme ça, sur ce ton, j'ai dit, le premier invité ce soir, Très solennel, quoi. très solennel, j'ai dit le premier invité de la soirée, euh, il fait beaucoup d'humour, d'observation. Ouais, donc c'était très, 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 très plat comme description, quoi. Attends, là, j'ai dit, il peut regarder quelque chose pendant 7-8 heures. Et, et là, j'ai nommé son nom. Oh, J'ai déposé le micro par terre parce que je oh, trouvais parce que je trouvais pas le stand. Je trouvais pas le trépied, alors j'ai déposé le micro par terre oh là là. et je suis sorti dehors. Genre, j'ai pas marché vers la coulisse, j'ai marché vers dehors parce que parce que genre j'entendais le gars, il m'a ramassé quand il est monté sur scène. Il Puis t'a un ça peu roasté Ah oui, quand oui, il a pris le micro, ouais? il m'a bien roasté, puis après ça, je l'ai entendu vraiment, je l'ai entendu dire, heu, comme ce gars-là est tellement pourri. Puis lui, il avait été refusé à l'école de l'humour et Oh là 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 là. ça le faisait vraiment chier. C'est que ce gars-là a été pris au lieu de moi, puis en tout cas, genre, c'était quelque chose de c'était la pi ça je pense pas avoir vécu un pire bide que celui-là, mais en même temps, j'ai vécu d'autres trucs comme ça. Mmh. Là, malheureusement, tout était fait pour que tu passes une soirée, très, très longue, on va dire, parce que non seulement, tes blagues ne marchent pas et il faut que tu annonces le prochain humoriste et on sait bien que le rôle du présentateur, le MC, c'est vraiment lui qui doit mettre les gens dans l'ambiance et faire en sorte que le premier humoriste arrive et que le public soit chaud. Alors que là, tu les avais malheureusement, contre ta volonté, tu les avais refroidis, déjà premièrement. Deuxièmement, tu présentes le gars, tu arrives même pas à retrouver le pied de micro, ce que je peux tout à fait comprendre, hein, ça Ouais, arrive. ouais, Heu ouais. et, et tu poses le micro par terre. Donc l'autre a dû dire, mais il le fait exprès ou quoi? Et troisièmement, il se dit, moi j'ai été refusé et lui on l'a accepté. Donc vraiment là, tout Ouais, était ouais. réuni pour une soirée très très creepy, tu vois, très bizarre quoi. Ah ouais, en plus, c'est ça, ouais, non, j'étais avec d'autres gars qui avaient été refusés, moi j'avais été pris et puis là, s'en est suivi une espèce de, il a été pris parce qu'il est arabe, ils veulent faire de la place à la diversité, c'est pour ça qu'il a été pris, Oh. il est pas bon et tout ça. Oh ouais. Là, j'ai eu une espèce de réputation comme ça pendant un certain temps en début de carrière. Ça m'a pris 3 ans avant d'avoir une micro-idée de ce que je voulais faire. Je te dirais Mhm. avant ça, c'était juste des pâles copies de ce que je pensais que je pouvais être en voyant quelqu'un d'autre. Et puis, ouais, voilà, Mhm. ça m'a pris 3-4 ans là, avant de me réveiller un matin ou de me pointer sur scène et d'avoir une idée de qui je suis vraiment sur une scène. Mhm. Non, mais de toute façon, c'est normal. Au début, on cherche un peu, on tâtonne, et la plupart du temps, on l'a tous fait, moi le premier. On s'inspire, c'est une espèce d'amalgame Ouais, des personnes qui nous inspirent, et on essaye de retranscrire ça avec nos mots, tu vois. Mais on va prendre leur style, on va prendre leur construction de blague, tout ça, et après, ouais, petit à petit, on va s'en détacher et on va aller vers son propre clown. Ça met du temps. Pour certains, c'est très rapide, pour certains, c'est beaucoup plus long. Voilà, pour d'autres, carrément, ils le trouveront jamais. Et encore pour d'autres, ils l'avaient dès le départ, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc c'est compliqué, mais je veux dire, je pense pas qu'il y ait à se poser la question si c'est la bonne chose à faire ou pas. C'est que naturellement, de toute façon, quand tu vas monter sur scène en ayant consommé du stand-up avant, tu ne pourras pas faire autrement que de t'imprégner de ce que tu avais déjà vu. C'est non, normal, c'est un réflexe humain, tu vois. non, moi je pense, oui, tu as raison. Moi je pense que chaque artiste, et puis après, euh, ça peut-être qu'on pourrait étendre la réflexion sur la vie normale aussi, sur juste la construction un individu, mais je pense que chaque artiste est la somme de tout ce qu'il aime plus lui. Ah, c'est vrai. Voilà, je le vois un peu comme ça, c'est-à-dire tout ce que tu as aimé dans ta vie, ça a résonné en toi parce que ça existait aussi, la possibilité existait en toi, mais la clé pour pas être seulement les autres,
c'est de trouver le plus un qui est toi. Et là, ça devient unique. Là, la sauce, ça devient vraiment unique. Parce que, tu sais, tout le monde, tu sais, des sauces bolognaises, tout le monde est capable d'en faire. Mais après, c'est comme tu goûtes la tienne, puis tu fais, mais moi, la mienne, je mets un peu plus de ça, puis je mets un peu plus de ça. Et c'est ça qui D'accord. fait que les humoristes, on est juste des sauces bolognaises. Je crois que c'est la plus belle définition. Les humoristes, on est juste des sauces bolognaises. Et étant donné mon amour pour la nourriture, ton image me parle parfaitement, tu vois. Et, et peut-être que ça vient de là, au final, les soupes spaghettis. C'est juste quelqu'un qui s'est rendu compte que les humoristes étaient des sauces bolognaises. Donc il s'est dit, autant Exactement. faire un plat qui soit en accord avec eux-mêmes. C'est Mais, magnifique, c'est très beau. mais, Et mais en tout mais c'est cas, vrai. ah, C'est non, mais vrai. ouais, bah, on a tous des recettes un peu différentes. Ah, toi, tu mets du piment, toi, tu mets ci, toi, tu mets ça. On a chacun des recettes différentes et on joue tous des instruments différents, en fait. Je sais plus qui avait dit ça. Je crois que c'est Louis C.K. à l'époque qui avait dit qu'on jouait tous des instruments différents. Tu peux pas comparer un bassiste et un batteur. Tu vois, tu peux pas Non. comparer un guitariste avec un mec qui joue du triangle. Tu vois, tu peux pas. C'est chacun a sa partition et tout le monde est nécessaire dans ce monde de l'humour, tu vois. Tout le monde est nécessaire, toutes les personnalités et tout. Et une fois qu'on a trouvé notre style, on va proposer ça. Alors des fois, il y a un créneau qui existe déjà. Des fois, c'est à nous de Ouais. créer ce créneau. Mais je pense que tu as raison. Il faut vraiment se rapprocher le plus possible de ce qu'on est, nous, en tant qu'individu, quoi. Ouais, moi, il y a une analogie que j'aime beaucoup pour m'expliquer ces choses-là, c'est que, tu sais, des fois, on se complique la vie, on essaie de comprendre les choses, alors que certaines solutions sont en nous, au sens propre, c'est physique, là, c'est-à-dire la façon que le corps est construit. J- le foie, c'est le foie, le pancréas, c'est le pancréas, les poumons, c'est les poumons. Il y en a pas un qui essaye Mhm. d'être un autre. Tu comprends? Ah, c'est sûr. Et Comme, heureusement, et heureusement. et heureusement, le foie essaye pas d'être un poumon, là. Ils se battent pas entre eux, là, pour dire, donne-moi de l'air, là, donne-moi l'oxygène, c'est moi qui va le traiter. Et puis, le fait qu'on existe, c'est l'harmonie de chaque rôle, de chaque organe qui occupe son rôle. Et puis, je pense que c'est la même chose dans un écosystème artistique. C'est, OK, tu regardes autour de toi et tout, puis si tu es capable d'identifier un peu c'est quoi ton instrument à toi, quel est ton organe, et puis de pas essayer d'être un poumon si tu es un foie, tu sais. C'est un peu ça c'est un peu Ouais, ça ouais, ouais. c'est un peu ça l'idée derrière cette analogie. Mais c'est totalement ça. Il faut aller là où on est le plus sincère et là où on se sent le plus à l'aise. Parce que un humoriste qui va faire des blagues, moi j'ai déjà vu, tu vois, je pense surtout à l'humour noir. J'ai vu des humoristes qui essayaient de faire de l'humour noir, mais tu sentais qu'au fond d'eux, ils étaient pas du tout dans cette vibe là, tu vois. Tu Ouais, sentais que ils faisaient ces blagues là juste parce qu'ils se disaient c'est dans la mouvance actuelle. Il y avait eu le succès à l'époque de Jérémy Ferrari, par exemple, et il y en a beaucoup qui se sont inspirés de lui et donc ils faisaient des blagues choquantes mais tu sentais dans leur regard et dans leur interprétation qu'après la blague, c'est comme s'ils reniaient un petit peu la blague qu'ils venaient de faire, tu vois. Et ils se ouais, sentaient pas ouais, bien. ouais, Donc ouais, ouais, ouais. voilà, ils essayaient d'être des poumons alors que c'était des foies ou inversement, tu vois. Ouais, C'est ouais, exactement mais ça. l'honnêteté est indémodable. Oui, Euh, oui, oui, oui. et puis, On pourra jamais te reprocher d'être toi-même, quoi. non, non, impossible. Des fois sur le coup, oui, des fois ça prend un peu de temps. Des fois ça prend un peu de temps. Il y a un aspect très conservateur à la nature humaine. Ça prend du temps des fois pour les gens pour devenir flexible par rapport à quelque chose de nouveau. C'est pas parce que c'est dur au départ que un jour les gens vont pas être fiers de toi et te féliciter et t'encourager. Moi, ma mère, elle a tout fait pour que je devienne pas un humoriste. Ah. Ma mère, ma mère, elle dit elle-même que chaque jour de mes auditions à l'école de l'humour, elle a prié les 5 prières par jour. Ça se concluait par, s'il te plaît, mon Dieu, fais Ah, qu'ils qui soient pas rentre pas. pris. Fais qu'ils Ah. soient pas pris parce qu'elle avait tellement peur que je Oui. prenne un chemin qui fonctionne pas. Alors que mes parents avaient tout quitté pour que juste Mhm. que j'aille un diplôme universitaire. Et puis, moi, j'ai 19 ans et tout. Je suis un peu, je suis pas nécessairement un ange à ce moment-là dans ma vie et tout. Je m'en vais dans une direction qui est pas très claire. Ma mère avait peur, donc elle espérait vraiment que j'aille dans quelque chose de plus stable.
Oui, oui, Et c'était puis, de l'amour, en fait, c'était pas pour bah t'empêcher de oui, vivre ton rêve. mais aujourd'hui, c'est elle qui m'encourage le plus. Ah, ben voilà, Tu c'est le plus comprends? important, bien sûr. Ben oui, parce que c'est pas parce que quelqu'un a de la résistance à ton rêve ou à ton Mmh. identité qu'il ne sera pas en mesure de la, hem, de l'aimer inconditionnellement quand cette identité-là sera claire, sera, achevée. Et puis, je pense qu'il faut pas en vouloir aux gens qui sont pas en mesure de voir ce que toi-même tu pas été en mesure de créer encore. C'est Mmh. normal, c'est normal. Donc la période de résistance avant que les gens voient ce que c'est, je pense pas qu'il faut, il faut nourrir des sentiments De rancœur. de rancœur. Oui, c'est le bon mot. Merci parce que c'est ça. La rancœur par rapport à ces choses-là, non. Déjà, la rancœur en général, on doit s'entraîner à pas aller là, mais il y a des situations comme celle-là où on aime se dire, ah, personne n'a cru en moi et tout. Mais Mmh. c'est normal que personne ne croit en toi au début parce que ce que tu fais, c'est pas clair. Oui, oui, bah, oui. Quand c'est clair, les gens, généralement, quand c'est clair, les gens, en général, règle générale, ils sont contents pour toi. D'accord. Non, mais c'est vrai que, souvent, c'est le réflexe des parents, Ouais. de dire, «Non, tu devrais pas faire ce métier-là, tout ça, c'est compliqué, c'est un métier très difficile, un milieu encore plus difficile». Donc c'est un réflexe de protection. Ils veulent en fait nous éviter des souffrances, les souffrances qui sont liées à la scène, au monde du Ouais, showbiz, tout ça, et ouais, finalement on s'y confronte et ensuite on peut les rassurer en montrant, bah, comme ce que tu as fait toi justement, on peut les rassurer en montrant que ce n'est pas une lubie, c'est pas quelque chose qui nous a pris un matin et voilà, non, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent viscéralement. On a envie d'être sur scène et de partager avec les gens. Et une fois que notre art devient plus clair et devient plus proche de nous, là, à ce moment-là, je pense que c'est une bonne chose après que ces personnes-là qui avaient peur pour nous puissent ouais. venir voir l'évolution et nous dire j'ai eu peur pour toi, mais finalement, je suis avec toi, je te soutiens, bravo à Oui, toi, tu as, et voilà. Mais et je c'est pense que normal. ça demande beaucoup d'humilité de la part de la personne Ouais. qui avait peur pour toi et qui n'y croyait pas, Mhm. de venir te dire ça. Juste ça, c'est une leçon. Juste ça, pour moi, c'est une grande leçon de dire: «Waouh!» comme, elle n'y croyait pas du tout et puis maintenant elle revient me voir puis elle me dit: «Non, c'est moi qui l c'est aujourd'hui je serai la personne qui va le» je sais pas comment dire cette phrase, il y a trop de mots qui viennent en même temps dans ma tête, mais je vais t'encourager plus que quiconque. Je pense que c'est une leçon qui s'applique très bien dans d'autres sphères de la vie. Ah, mais c'est une très belle façon de voir les choses et c'est vrai que il faut juste, essayer de faire au mieux et puis, comprendre aussi ces gens-là parce que quand on a des enfants, tu vois, moi j'ai 3 enfants, je sais que mes Mmh. enfants, s'ils m'annoncent un projet dans leur vie, je vais avoir d'abord le réflexe de parent de me dire: «Est-ce que c'est une voie, viable?» Tu vois? Est-ce que c'est quelque chose Ouais, de correct? Est-ce que, il y a de l'avenir dans cette voie-là? Tout ça. Je vais toujours avoir peur, tu vois? Ça, c'est pas le côté j'ai pas envie de les encourager, c'est que j'ai pas envie qu'ils souffrent, tu vois? Heu, c'est de la protection, en fait, mais après évidemment, si, ils mettent tout ce qui est en leur pouvoir pour pouvoir, vraiment réaliser leurs rêves et que ce soit une voie qui finalement réussisse pour eux, je serai le premier content et bien évidemment au cours du chemin, s'ils ont besoin de mon soutien, je leur apporterai. Le but, c'est vraiment de leur faciliter la tâche pour que, ils aient le plus de chances possible de réaliser ce rêve, que moi-même j'essaye de réaliser en ce moment, tu vois? Je veux dire le rêve de l'humour, je suis bien placé du coup pour les comprendre si eux ils ont des rêves, tout ça, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour leur faciliter et essayer de leur donner une lucidité sur la réalité. Parce que malheureusement, des fois les gens voient un rêve, mais ils ne voient pas toutes les embûches qu'il y a autour, tu vois? exactement, exactement. Puis, je pense que moi, je pense que la meilleure façon d'honorer quelqu'un que t'aimes comme tes parents, c'est d'aller au bout de toi, contre vents et marées, et d'accepter que c'est une forme d'amour aussi, des fois, d'être subversif et dire, OK, tu vois pas ce que je vois, mais je vais y aller, et puis, Inch'Allah, on verra, on verra ce qui va se passer, mais ma conscience me dit que c'est la chose à faire, et puis donc, voilà. Il y a que nous qui avons accès au haut-parleur qui est à l'intérieur de nous, de notre tête.
Mmh. Et les haut-parleurs qu'il y a dans notre cœur. Beh, oui et on sait pas parfois on sait, il y a quelque chose de viscéral en nous qui nous dit: «T'inquiète pas, tu es sur le bon chemin, continue à travailler, tu vas y arriver» et c'est, je pense, la voie que tu as suivie toi et qui a porté ses fruits au final, et malheureusement, des fois, on ne sait pas comment traduire ce besoin viscéral d'être sur scène ou de réaliser un rêve, quelconque. On sait pas comment on n'a pas les mots pour l'expliquer aux gens autour, mais on a juste envie de leur dire: «Fais-moi confiance, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver. Je te promets de ne pas te faire honte et de ne pas me mettre dans les problèmes, quoi». Ouais, ouais, exactement, exactement, je suis totalement Bon. d'accord. OK, bah, merci beaucoup et donc tu avais, je crois une autre anecdote, concernant donc ton début de carrière? Bah, pas début de carrière nécessairement, mais je sais pas si c'est le début, ça fait à peu près 5 6 ans, donc c'est milieu de carrière. D'accord. J'étais, ça je pense c'était le pire show de ma vie, mais tu vas peut-être les gens ils vont peut-être même pas rire, mais moi ça me fait rire. Donc c'est ça qui compte, OK? Je dis aux gens: «Moi ça me fait rire», donc faut pas C'est le plus important. j'étais en spectacle à Québec au Grand Rire de Québec qui s'appelle le Gala Comédia. Hein, hein. Et Oui. Mmh. j'étais sur le gala d'un gars qui était réputé pour faire beaucoup de jokes racistes, OK? Ah. Ouais, et ça commence comme ça, là, genre le gars, son public, c'était vraiment genre, tu sais, des gens qui je sais pas si on pourrait dire, qui aiment pas les étrangers, mais qui préfèrent les gens qui leur ressemblent, disons, OK? Et là, moi, déjà, le fait que je sois sur ce show, je suis comme: «Yo, c'est pas bon, man, c'est pas mon public, là, oublie ça, là, c'est pas mon Mmh. public». Ju Mais juste une question, quand il ouais. a annoncé ton nom sur scène, combien il y a eu d'AVC dans le public? Attends, tu vas voir, c'est pire que ça. Là, j'apprends que j'ouvre le show, donc tu sais, tout le monde sait qu'ouvrir un show, c'est vraiment compliqué, mais bon, moi, Mmh. je l'ai déjà fait et puis, j'aimais beaucoup le numéro que je présentais. Il cartonnait un peu partout à Montréal où j'avais joué, mais là, j'étais à Québec, c'est une autre ville, donc j'étais comme: «OK, je sais pas si ça va marcher, mais on verra». Et heu et là, lui, il fait son numéro d'intro, Mmh mh. l'animateur. C'est un gros gala, il y Mmh. a 2000 personnes dans la salle. Il fait son numéro d'intro et son numéro d'intro, c'est je dirais, c'est 10 minutes de mise en scène sur Daesh, les terroristes, à la c'est des jokes de les Arabes et les musulmans, c'est des malades et puis Oh. après à la fin, il y a un Jeep qui rentre sur scène. C'est un Jeep de Daesh. Ah, oh là là. Il y a un gars qui à l'époque faisait partie des médias québécois, qui était vraiment réputé pour faire des vidéos genre contre les terroristes et tout ça. Et là, ils finissent leur Oh. vidéo et là, il y a une standing ovation là, tous les gens sont comme: «Ouais!» et là Oh. et Oh là, là il là dit là. le premier humoriste, Adib Al-Khalidé et là, je te jure, moi je regardais ça et j'ai dit: «Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, mais je vais investiguer après le spectacle parce que je refais plus jamais ce que j'ai fait pour mériter ça». Genre et là, je monte sur scène et rien, rien, mais quand je dis rien, c'est Ouais. aucun rire pendant 7 minutes. Oh, Zéro aïe, rire, aïe, aïe, 7 aïe, aïe, minutes aïe. et Oh là là. c'est 2000 personnes dans la salle. Zéro rire, 7 minutes. Je sors de scène, moi tout de suite, je sais, j'ai déjà vécu des beats, donc je me dis: «Je prends mes affaires, j'ai 2 heures de route pour rentrer à la maison et puis je vais passer à autre chose» et le numéro était il y a tellement pas de rire, ils l'ont coupé du montage. Genre je suis même pas passé à la télévision, rien Oh et là là c'était là là ah là ouais, là ouais, là ouais, là ouais, là. ouais, ouais, ouais Ah et puis ouais. et puis tu sais, des fois c'est des histoires comme ça. Des fois, tu vis des trucs comme ça, tu le sais que tu as été placé dans une situation où il y avait rien à faire, tu sais? C'est ça aussi, des fois, je pense, si jamais il y a des gens qui écoutent puis qui veulent faire ça ou qui savent pas comment tu sais, des fois, c'est juste, il y a rien à faire, tu sais? Les circonstances faisaient que tu devais, cette soirée-là, juste apprendre à échouer. Ça fait partie du deal. D'accord, mais c'est quand même bizarre, je veux dire l'humoriste en question, il savait quand même, que ça allait être compliqué pour toi, surtout après avoir passé cette vidéo sur Daesh et avoir craché sur les Arabes et les musulmans juste avant. Ouais, Enfin, je veux ouais. dire, c'était un piège, en fait. Moi, je pense que les gens, ils font, si tu leur dis pas que, hem, que ce qu'ils font, c'est déplaisant ou c'est grave, je pense que les gens, hem,
vont très facilement juste faire de l'aveuglement volontaire. Ils vont D'accord. fermer les yeux sur les situations et ils vont faire comme si de rien n'était. Je pense qu'on confond beaucoup trop souvent la malveillance avec, moi le premier, hein, la Mmh. malveillance avec juste l'aveuglement volontaire et la paresse. C'est un mélange souvent de ces 2 trucs-là qui fait que les gens font ce qu'ils font Mmh. et puis il y a peut-être une partie d'eux qui se dit: «Ah, peut-être que ça va pas l'aider», mais ils font: «Mais non, mais non, mais non, mais non, ça va pas lui nuire». Oh. Et puis je pense que le jour où tu dis: «Non, non, ça me nuit», tu sais, ça me nuit que vous me mettiez dans une situation où je passe après 10 minutes de blagues de terroristes quand 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 je m'appelle Al-Khalidé et et que genre je suis irakien et que et que genre la seule fois où tu as entendu les mots Irak dans les 20 dernières années, c'est pour la guerre les 30 dernières années, c'est pour la guerre du Golfe, la guerre de 2003 puis la montée du terrorisme, c'est comme c'est sûr Oh. que tu désavantages quelqu'un, mais d'un autre côté, c'est je pense aussi c'est dans ces situations qu'on peut construire son caractère et puis se dire: «Ouais, moi, ça dit rien sur moi cette soirée-là. Je pense pas que j'aurais pu faire mieux. Au Mmh. contraire, je pense que j'ai fait je pense que j'ai été au maximum de mes capacités en traversant tout le juste en montant sur scène, en voyant la situation, en me disant: "C'est sûr que ça va pas marcher"». Et D'accord. et en y allant et en donnant quand même le meilleur de moi-même et en sortant de scène et puis j'ai jamais appelé personne, j'ai jamais dit: «Pourquoi vous m'avez mis dans tel tel tel». J'ai jamais Mmh. parlé à personne, je me suis dit: «OK, c'est bon, genre la prochaine fois, moi, quand je vois ça là, je vois un truc comme ça, si dans Mmh. ma tête je me dis: "Ça marchera pas"» et puis ça m'est jamais arrivé, hein, j'ai jamais fait ça, mais si jamais on me remet dans une situation comme ça, je vais soit prendre le défi ou si j'ai pas la force ce jour-là, me dire: «Je m'en vais, j'ai pas le temps pour ça». Tu comprends? Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? ouais. Tu sais, des fois, tu rencontres des gens, puis ils sont comme ça, c'est pas pour dire que ce qu'ils font de mal, c'est pas grave, c'est pour dire ils savent même pas qu'ils font quelque chose de mal Oui, oui. Bah, et c'est un puis peu ce voilà. que tu disais tout à l'heure, oui, l'aveuglement, quoi. Oui, c'est ça, il sait même pas lui, le gars, il est comme ça, puis qu'est-ce que je fasse? Je veux dire, les gens l'aiment, le public l'aime là et je sais pas, elle va pas changer, mais en même temps, je comprends, c'est ça. C'est voilà, c'est OK. pas ouais. Beh, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ces belles anecdotes et ces belles réflexions. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ah, c'est si les gens veulent me trouver, ils vont me trouver. Si tu veux, tu peux. Vous tapez humoriste qui monte sur scène juste après 10 minutes sur Daesh et vous Ouais, c'est trouvez, ça, et vous trouverez pas la vidéo parce qu'elle a été effacée. c'est tellement dommage. Enfin bon, mais bon, les gens te trouveront donc, sur, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram? Ouais, exactement, dans Parfait. Donc tous les voilà, classiques. Adib Al-Khalidé. Tu as un site officiel peut-être? Ouais et avec, c'est mon nom, adibalkalidé.com. D'accord et ben, je mettrai tout ça, donc je mettrai le site officiel, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. OK. Eh bien, OK. merci beaucoup Adib, c'était un vrai plaisir. Merci pour toutes ces belles histoires et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.